La fête de Pessah est présentée par la Torah comme étant la première fête du calendrier hébraïque. Fête familiale par excellence, elle véhicule des valeurs de liberté, des valeurs d'éducation et des valeurs de transmission. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir, le privilège de recevoir Maître Eli Korshia. Bonjour. Eli, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes le nouveau président du Consistoire central de France. Tout d'abord, quelles sont les missions du Consistoire? Que représente exactement le Consistoire de France? En quelques mots, le Consistoire de France a été créé par Napoléon il y a plus de 2 siècles pour organiser, régir, représenter le culte juif en France. Et a été créé à ce moment-là le Consistoire de France, avec notamment le grand Sanhédrin qui est connu par beaucoup de monde et qui effectivement est à l'origine en fait de cette organisation du culte juif en France. Donc depuis 2 siècles, il y a à la fois donc un consistoire qui est représenté par un grand rabbin, qui est le grand rabbin de France, aujourd'hui représenté par le grand rabbin Chaim Korshia, et puis le président du Consistoire de France, qui depuis 2 siècles a eu plusieurs présidents, jusqu'à aujourd'hui, après mon élection, j'ai l'honneur d'être le 17e président, et je crois, monsieur le rabbin, que le chiffre 17 est représenté par la symbolique du chiffre donc, qui représente Tov, le bon. Le bon. Donc je dirais que j'espère que l'action que je vais pouvoir mener s'inscrira dans quelque chose de positif et de bien. C'est d'ailleurs à cette époque que nous avons eu la permission de construire de belles synagogues. Nous sommes aujourd'hui dans cette synagogue absolument splendide de la rue Buffo. C'est aussi à ce moment-là qu'il y a une visibilité du culte juif. Exactement. Est-ce que cela compte à ce point d'avoir une visibilité de la communauté juive au sein de la nation? C'est très important parce qu'on parle de communauté juive et dans ma bouche, il est clair que ça n'a rien de communautariste. La communauté juive, elle l'a montré, notamment depuis 2 siècles, mais les Juifs de France sont présents sur le territoire national depuis bien plus longtemps. Rachi et les enseignements de Rachi en Champagne étaient déjà au Moyen-Âge. Mais en tout cas, depuis ces 2 derniers siècles, les Juifs de France ont été à la fois une communauté intégrée totalement dans la communauté nationale. Donc moi, j'aime parler de communauté nationale et de communauté juive qui est intégrée dans la communauté nationale. Et l'édification de ces synagogues extraordinaires que nous avons eu au cours du 19e siècle et ensuite, notamment au début du 20e siècle, même si on continue encore aujourd'hui, et c'est ça qui est beau, à construire des synagogues et de très très belles synagogues. Mais ces constructions de grandes synagogues à l'époque ont donné à la communauté juive des joyaux dans lesquels nous continuons encore à prier aujourd'hui et à organiser voilà, une émission de télévision ou de grands événements culturels. Et ça, c'est aussi ce qui fait la richesse de la communauté juive française, à la fois à Paris, en région parisienne, et bien évidemment dans les villes de province. Alors justement, quel est le lien entre le consistoire de France et tous les petits consistoires dont nous entendons parler? Quand je dis petit, on se comprend. Ça veut dire des communautés de province, de consistoire de Paris. Est-ce que le consistoire de France a une mission au niveau de la fédération de tous ces consistoires? C'est exactement cela. C'est une question de fédération, d'union que représente le Consistoire de France depuis l'origine. En son sein, il y a des consistoires régionaux. Donc il y en a 16, avec les principaux qui sont le consistoire de Paris, le consistoire de Marseille, le consistoire de Lyon-Rhône-Alpes, le consistoire de Strasbourg. Ça, ce sont des consistoires très emblématiques, très importants, qui ont une grosse action, mais d'autres consistoires à l'est, à l'ouest de la France, dans le sud, dans le Nord-Pas-de-Calais. Effectivement, il y a ce maillage territorial qui est exceptionnel. Le consistoire, il faut bien que toutes celles et ceux qui nous écoutent comprennent que c'est un cas unique au monde. C'est la première communauté juive européenne, c'est la 3e communauté juive mondiale, après bien sûr Israël et les États-Unis, qui sont sur un modèle complètement différent. Et puis ensuite, en Europe, nous avons la chance d'avoir le Consistoire de France qui régit ce culte juif, ce judaïsme en France, à travers tous ces consistoires et cette myriade de communautés. Il y a environ 300 communautés, 300 synagogues qui sont représentées par le Consistoire de France directement, mais beaucoup d'autres synagogues qui se gèrent parfois même de façon indépendante, mais qui se sentent rattachées à l'institution consistoriale, que ce soit de la naissance au mariage, au bar mitzvot, au bat mitzvot, malheureusement le plus tard possible jusqu'à 120 ans au décès. Donc je dirais que c'est un petit peu le service public de la communauté juive, et puis c'est aussi lui, le Consistoire de France, est l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics sur tous les sujets qui touchent
à la vie juive, au culte juif, avec évidemment à côté deux institutions qui ont été créées bien plus récemment que le Consistoire de France, le CRIF, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a été créé et qui aujourd'hui s'occupe principalement des questions liées à la politique, l'antisémitisme et Israël, et puis le Fonds social juif unifié, qui fait aussi tout un travail en matière éducation, sociale et scolaire. Mais on va dire que l'interlocuteur des pouvoirs publics reste le consistoire, et évidemment le Consistoire de France, qui fédère tous les consistoires de région. Alors en plus de fédérer toutes ces communautés, la mission aussi essentielle du consistoire central, c'est de s'occuper de la formation des rabbins. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur la particularité, la singularité française de la formation des rabbins qui exercent dans les différentes communautés ? Bien sûr, c'est un point essentiel qui dépend directement du Consistoire de France. Il s'agit du séminaire israélite de France et qui depuis des décennies et des décennies forme les rabbins. Et je crois, Monsieur le rabbin Kassabi, que vous êtes un exemple, vous en êtes un exemple brillant qui forme les rabbins du consistoire qui vont ensuite jouer un rôle dans les communautés de province, dans les communautés parisiennes, un petit peu partout en France. Je parlais de ce maillage. Notre grande force, c'est que nous ne sommes pas une communauté juive qui est uniquement basée sur un ou deux endroits. D'une région à l'autre, on a une vie juive forte. Et donc ces rabbins sont formés par un cycle qui dure environ 5 ans, avec un certain nombre de matières qu'ils apprennent, qu'ils préparent. Et ensuite, lorsqu'ils font leur sermon de sortie, lorsqu'ils obtiennent leur examen et qu'ils sortent en tant que rabbins diplômés, eh bien, ils vont dans des communautés à travers toute la France, que ce soit à Paris, que ce soit en province. Dans chaque communauté, il y a un rabbin, donc vous venez de l'évoquer, et le rabbin du consistoire central, c'est le grand rabbin de France. Comment fonctionne le binôme entre, d'un côté, le président et de l'autre côté, le grand rabbin de France ? Écoutez, extrêmement bien. J'ai la chance de connaître Chaim Corsia, le grand rabbin de France, depuis de très longues années. Nous avons une proximité en dehors même de la proximité d'orthographe et l'homonymie pratiquement, mais nous avons une grande proximité dans la façon de voir les choses. C'est-à-dire que nous avons une vision que nous partageons, qui est à la fois celle d'un judaïsme authentique. Quand je dis authentique, c'est fidèle à la halakha, fidèle aux enseignements de nos rabbins, de nos grands rabbins, de nos dayanim, c'est-à-dire ceux qui disent la loi juive, qui prononcent donc la halakha, et en même temps, un judaïsme ouvert sur l'autre, un judaïsme fondé sur le rapport à autrui. Il y a des midotes que nous enseignent nos rabbins, c'est-à-dire des caractères. Et je crois qu'il y a un caractère qui nous tient à cœur, c'est toujours aller vers l'autre, répondre à l'autre, être toujours dans le regard vis-à-vis de celui ou de celle qui est là et qui parfois peut avoir quelques craintes à pénétrer la communauté, à rentrer dans des synagogues, à vivre son judaïsme quand ce sont des gens qui sont peut-être un petit peu moins impliqués dans la vie communautaire. Et nous pensons que le consistoire est cette maison commune du judaïsme français où tout le monde doit pouvoir avoir sa place, quel que soit son degré de religiosité, de pratique. Et donc on essaye d'avoir cette vision d'ouverture qui permet effectivement d'aller à la rencontre de toutes les communautés pour porter nos messages, porter nos valeurs et aider au développement d'actions un peu sur tout le territoire. Et c'est ce que modestement je porte depuis mon élection, et de donner ce dynamisme à nos communautés et à les aider sur des actions concrètes. Et c'est ce que faisait déjà avant mon élection le grand rabbin de France. Malgré, bien évidemment, toute la protection offerte par les différents gouvernements en France, l'antisémitisme, malheureusement, est rampant. Les actes de terrorisme, d'antisémitisme sont toujours très forts, très marquants. En tant que président du consistoire central, quel est votre regard sur l'avenir du judaïsme en France ? Devons-nous être inquiets ? Devons-nous continuer à construire les différentes synagogues dont vous avez parlé ? Bien, je vous répondrai en 2 temps. Et je crois que l'une et l'autre chose ne sont pas antinomiques. L'inquiétude, elle est là. Il faudrait être dans le déni pour ne pas sentir, percevoir l'inquiétude qui existe dans notre pays depuis ces dernières années avec les événements que nous avons eu à connaître. Il est évident qu'il y a eu une période avant le début des années 2000 et une période après les années 2000 pour la communauté juive française, mais j'allais dire pour la communauté nationale aussi, parce que nous avons été touchés peut-être en premier, mais après on a bien compris que c'est la France, c'est la République qui a été touchée à travers ce terrorisme islamiste qui a frappé dans notre pays.
Je dirais que cette inquiétude, elle a existé dès le début des années 2000 avec ce que l'on a appelé les territoires perdus de la République. On sentait déjà, au tout début des années 2000, un antisémitisme qui revenait, il n'a jamais vraiment cessé, mais qui revenait sous des formes particulièrement inquiétantes. Il y avait à l'époque, je pense, on peut le dire, une forme de déni dans la société, et je crois même au niveau de hautes personnalités politiques. Nous l'avons perçu, et on l'a dit très tôt. Et puis ensuite, il y a eu, en 2006, la séquestration, le meurtre d'Ilan Halimi. Alors là, on n'est pas sur du terrorisme, il ne faut pas confondre. On est sur cet antisémitisme ordinaire, fait de clichés, de préjugés sur le juif qui aurait de l'argent, et effectivement sur un meurtre totalement crapuleux, mais avec évidemment un caractère antisémite. Ça, c'est 2006. Ensuite, on a un autre palier dans cette escalade, c'est à l'évidence 2012, mars 2012, où nous avons des soldats qui sont tués par un terroriste islamiste à Toulouse et à Montauban, et puis évidemment l'attentat commis à l'école juive aux Aratora, et vous savez que, non pas dans ma fonction de président, mais dans une action bénévole que j'ai menée dans ce cadre-là auprès de Samuel et Myriam Sandler, avec d'autres confrères qui se sont battus pour les parties civiles, eh bien, nous avons fait en sorte d'accompagner les victimes, et j'ai fait en sorte d'accompagner mon ami Samuel Sandler et son épouse dans cette procédure qui a amené à la condamnation en 2017 puis en 2019 des 2 personnes qui étaient poursuivies devant la cour d'assises spécialement composée dans le cadre de ces attentats. Ça, c'était un palier, à mon sens, important. Mais en mars 2012, pour être tout à fait complet, je pense que les victimes juives étaient un peu restées dans l'angle mort de notre conscience collective. C'est ce que j'ai plaidé quelques années plus tard, lorsqu'il y a eu l'affaire des attentats de janvier 2015. Et j'y viens, puisque après ce que j'avais pu faire en accompagnant Samuel et Myriam Sandler, 2 jeunes femmes sont venues me trouver à Paris. Elles habitaient Jérusalem. Elles avaient quitté la France après les attentats de l'Hypercacher, de Charlie Hebdo et de la Porte de Montrouge. Ces 2 jeunes femmes, ce sont Zari Siboni et Andrea Chamac, les ex-caissières, employées du magasin. Et elles m'ont dit, on a vu ce que vous avez fait en accompagnant les Sandler. On aimerait que vous soyez notre avocat, que vous nous aidiez et que vous puissiez nous accompagner en vue du procès des attentats de janvier 2015. C'était l'année dernière. Et ça aussi, je pense que c'était un moment important parce qu'on a pu dire beaucoup de choses sur l'antisémitisme au cours de ce procès. On a placé au cœur de la justice française, qui devait juger les personnes qui étaient poursuivies, les accusés qui étaient poursuivis pour avoir à des degrés divers participé, aidé, voire été complices des terroristes. Et là, c'était important parce que dans la continuité du procès des attentats de Toulouse et Montauban, je crois que la vraie prise de conscience au niveau de la nation, elle a été en 2015, en janvier 2015. Quand on a tué des journalistes, quand on a décimé une salle de rédaction à Charlie Hebdo, quand on a tué une policière porte de Montrouge, alors que manifestement le terroriste pouvait avoir des desseins visant une école juive qui était à proximité ce jour-là, et puis ensuite évidemment quand le terroriste s'en est pris à des personnes de confession juive une veille de Shabbat, un vendredi après-midi, dans un magasin cachère. Et je crois qu'au niveau de la communauté juive française, on sait qu'aujourd'hui, la lutte contre l'antisémitisme, sous toutes ses formes. Ça peut être l'antisémitisme traditionnel, si j'ose dire, l'antisémitisme d'extrême gauche ou d'extrême droite. Il est diffus. Mais cette lutte contre l'antisémitisme est aujourd'hui une cause nationale qui est importante, pas pour les Juifs seulement, pour la République tout entière. Et puis de l'autre côté, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que, en dépit de cette lutte contre l'insécurité, contre l'antisémitisme, eh bien nous sommes en France. Nous sommes une partie vivante, intégrante de la France. Et pour nous, la diaspora, eh bien, il faut continuer à bâtir, continuer à croire, continuer à être positif en ayant toujours un regard vigilant. Je crois qu'Israël, et je le dis souvent à mes interlocuteurs israéliens, Israël a besoin d'une diaspora forte, comme nous en diaspora et en France, nous avons besoin d'un État d'Israël fort. Alors cette idée de transmission, de vigilance, est-ce que finalement ce n'est pas le cœur de la fête de Pessah? Nous sommes maintenant à quelques jours de la célébration de Pessah. Comme je l'ai dit en introduction, fête essentielle, parce qu'elle porte en elle la notion de liberté. Comme nous le disons dans le texte de la prière de la fête de Pessah, Zeman Cherutenu, le temps de la liberté. Il est intéressant de remarquer que le peuple juif se constitue en tant que peuple
en sortant de l'esclavage. Est-ce que c'est une valeur qui nous parle encore à notre époque où il n'y a plus d'esclavage? C'est essentiel. C'est une fête extraordinaire, la fête de Pessah. Pourquoi? Parce que c'est véritablement la fête, on y viendra, au niveau de la cellule familiale, de la cellule communautaire, qui fait que le peuple juif devient peuple juif. Et vous avez raison de le dire, c'était un peuple qui était asservi, qui était brimé, et qui, à travers l'alliance qu'il a avec Dieu, va sortir de cet esclavage et va donc arriver à cette liberté qu'il va conquérir, à la fois par lui-même, parce qu'il se prend en main, et c'est important, c'est un message aussi de responsabilité. Il fallait un leader, et pas toujours celui qui aurait pu s'imposer, modeste, qui a un défaut de prononciation, c'est Moïse. Et donc un leadership qui se crée et qui va guider le peuple juif, et puis le peuple juif qui va vers cet élan de libération et qui va se libérer. Mais il ne se libère pas tout seul, et c'est là où c'est magnifique. Il arrive à se libérer grâce à son action conjuguée à l'aide du Tout-Puissant qui finalement permet au peuple juif d'aller vers cette libération. À 50 reprises dans le texte biblique, 50, on revient sur le souvenir de la sortie d'Égypte, comme si c'était le leitmotiv de l'histoire juive, et en nous rappelant sans cesse, n'oublie pas, souviens-toi que tu étais toi-même étranger sur une terre étrangère. C'est-à-dire que la liberté dont nous parlons dans la fête de Pessah ne confère pas à ce peuple une sorte de supériorité, mais au contraire, toi qui accèdes à la liberté aujourd'hui, n'oublie pas d'où tu viens pour avoir justement l'œil ouvert, le cœur ouvert, pour intégrer aussi ceux qui sont à la recherche de liberté. C'est essentiel parce que je crois que ce qui caractérise le peuple juif, on dit souvent le peuple du livre, mais c'est aussi le peuple de la mémoire. C'est-à-dire qu'à travers vos paroles, le peuple juif sait très bien d'où il vient, et il sait que s'il ne sait pas se rappeler d'où il vient, il ne pourra pas savoir où il va. C'est-à-dire que nous sommes dans un passage de témoin constant. La mémoire pour nous, et en fait Pessah, ce n'est pas une fête figée, ce n'est pas une fête où on se dit, on se rappelle quelque chose qui s'est passé il y a tant d'années. Non, on a l'impression chaque année de revivre cette sortie d'Égypte. C'est-à-dire que ce n'est pas une mémoire uniquement du passé, c'est ce qu'on appelle une mémoire vivante. Et la force du judaïsme, c'est de nous permettre chaque année, à ce moment charnière de l'année qu'est la fête de Pessah, de revivre finalement cette libération. Et vous parlez du chiffre 50, c'est un chiffre qui est intéressant. Pourquoi? Parce que à partir de Pessah, on rentre dans la période des 7 semaines qui va ensuite nous amener jusqu'à Shavuot. Et quand vous parlez des 50 références, ça peut nous faire penser à ces 49 journées qui vont suivre la fête de Pessah, jusqu'à une autre forme de libération, cette fois-ci le don de la Torah qu'on va avoir à Shavuot. Mais tout part effectivement de Pessah, et je crois que Pessah, non seulement est la fête de la liberté, mais c'est aussi le début de l'histoire du peuple juif en tant que tel. Ce lien est extrêmement intéressant entre la liberté physique de Pessah et la liberté spirituelle de la fête de Shavuot. Peut-être pour nous dire que la liberté est en cours d'acquisition et qu'elle n'est jamais définitive finalement. Bien sûr. Pourquoi? Parce que, on le voit bien, la liberté, ce n'est pas un état figé. La liberté, ce n'est pas pour toujours. On peut, à un moment donné, être libre d'un point de vue physique, mais quand on regarde bien, est-on toujours libre d'un point de vue moral, d'un point de vue spirituel? N'est-on pas parfois enfermé dans nos carcans idéologiques? Alors on peut, aujourd'hui, nous sommes dans des démocraties, nous ne sommes plus du tout au temps, évidemment, de Pharaon et de l'Égypte. Nous sommes tous des hommes libres et égaux en droit. Mais quand on regarde bien, parfois, au quotidien, notre rôle, et là c'est en tant que citoyen, pas seulement en tant que croyant, en tant que citoyen, français, américain ou autre, eh bien, en tant que citoyen, nous devons toujours nous dire que cette liberté, elle se travaille au quotidien. Et on doit la voir dans notre esprit. Certes, nous ne sommes plus asservis physiquement, mais il faut aussi faire en sorte que de temps en temps, eh bien, nous sachions nous élever par rapport à notre condition et réfléchir par nous-mêmes pour nous dire « soyons des hommes et des femmes libres ». Et ça, effectivement, aujourd'hui, c'est un sujet, je trouve, particulièrement d'actualité. Pour porter ce projet libérateur, encore faut-il un homme qui vienne porter cela. Et on nous dit dans le texte biblique que Moshe, jusqu'à présent, vivait dans le palais du Pharaon.
Il n'avait pas de conscience de son identité hébraïque, jusqu'au moment où Vayetse el Echav, dit le texte, il est sorti vers ses frères. Il va à la recherche de la fraternité. Il ne s'enferme pas dans sa tour d'ivoire, mais il va constater la souffrance du peuple hébreu et il va s'assimiler à eux. Il va porter leur souffrance et il va intervenir pour, comme nous le raconte la Bible, défendre le malheureux hébreu qui est frappé par l'Égyptien. Cette recherche de fraternité, est-ce qu'elle est nécessaire dans l'acquisition de la liberté ? Je pense qu'elle est essentielle et elle est même consubstantielle de la notion de liberté. Il ne peut pas y avoir de réelle fraternité si on n'a pas la liberté. Parce que la fraternité, c'est avant tout pouvoir échanger, être vers l'autre. Et pour aller vers l'autre, il faut aussi être dans ce sentiment de liberté dont on a parlé tout à l'heure. Quand Moïse, et vous avez raison de le rappeler, va vers le peuple hébreu, c'est un homme qui va vers d'autres hommes. Il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas de ga'ava, il n'y a pas d'orgueil. Il y a quelqu'un qui va vers l'autre et qui va devenir un leader. Et ce qui est beau, c'est que ce n'est pas du tout quelqu'un qui se voit en leader au départ. C'est quelqu'un qui a l'impression de faire des choses normales, qui lui paraissent essentielles. S'il y a bien quelque chose qui définit au départ Moïse, dans les commentaires évidemment de nos maîtres que vous rappelez à l'instant, c'est sans doute ce rapport d'altruisme vis-à-vis de l'autre et ce regard que porte Moïse vers les siens. Et je pense qu'il n'y a pas de leader. C'est un exemple finalement de leadership au niveau mondial, ce que fait Moïse. Il n'y a pas de leader qui peut être créé s'il n'y a pas cet amour de l'autre, cette volonté d'aider ceux vers qui et celles vers qui on essaye d'agir positivement. Et c'est ce que fait Moïse avec une humilité qui n'a d'égal que sa grandeur. D'humilité, d'humanité également. D'ailleurs, dans le Talmud, on se pose la question de savoir pourquoi Dieu se révèle à Moïse. Pourquoi lui ? D'accord, pourquoi, alors que son frère Aaron, par exemple, est beaucoup plus impliqué dans la façon de diriger le peuple d'Israël pendant toutes les années d'esclavage? Pourquoi lui? Et la réponse est absolument dans la droite ligne de ce que vous venez d'exprimer, puisque l'on nous dit que le texte nous rapporte uniquement 3 événements sur la vie de Moïse avant la révélation du buisson ardent. Premier épisode, celui qu'on vient d'évoquer, Moïse va vers ses frères. Moshe sort à l'extérieur et il prend la défense de cet Hébreu qui est martyrisé par l'Égyptien. Deuxième intervention, quand 2 Hébreux se disputent, il ne peut pas rester impassible, il intervient. Troisième événement que l'on raconte sur la vie de Moshe, c'est que lorsqu'il fuit l'Égypte et qu'il se retrouve sur les terres de Midian, un territoire qu'il ne connaît pas, il est épuisé, il a peur. Il est à côté d'un puits et il voit des jeunes filles qui sont agressées par les bergers du coin. Et là encore, au lieu de rester dans son coin, au lieu de se taire, il intervient et il prend leur défense. Pourquoi ces 3 événements ? Parce qu'ils nous apprennent ce que doit être le leader du peuple d'Israël. Aller vers ses frères à la recherche d'une fraternité, ne pas supporter l'injustice et ne pas accepter la souffrance de l'autre. Vous avez raison. Et ce qui me parle beaucoup dans les 3 exemples que vous venez de citer, c'est 2 points. La justice, d'abord. C'est quelqu'un, Moshe en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le voir aussi, qui ne supporte pas l'injustice. Alors pour l'avocat que je suis et le président du Consistoire de France que je suis devenu il y a quelques mois, vous comprenez bien que c'est quelque chose qui me parle tout particulièrement. Et je crois que pour le leader qu'est Moshe, et c'est aussi une notion, évidemment, que nous avons et que nous pouvons entendre encore aujourd'hui. Les enseignements sont intemporels. L'injustice doit être quelque chose que l'on combat toujours. Et je crois qu'au sein du peuple juif, d'hier à aujourd'hui, s'il y a bien quand même un caractère, un trait de caractère qui peut nous unir, c'est que souvent, nous ne supportons pas l'injustice. Et nous sommes là pour nous battre. Rappelons-nous... lorsqu'il y avait la ségrégation aux États-Unis, parmi les premières personnes qui se sont opposées au péril même de leur vie aux États-Unis dans les années 50, dans les années 40, jusqu'à ce que finalement la situation puisse redevenir normale, c'était souvent des membres de la communauté juive qui ne supportaient pas l'injustice faite au titre de la ségrégation. Cette injustice, elle dépasse largement les Juifs eux-mêmes.
c'est quelque chose qui nous touche souvent, et souvent nous sommes portés, je crois, au niveau universel, au niveau des nations, à être peut-être un fer de lance pour essayer de lutter contre ces injustices. Et puis le deuxième point, c'est l'indifférence. S'il y a bien quelque chose qui relie les trois événements que vous venez de dire, monsieur le rabbin, c'est avant tout peut-être ce sens du leader qu'est Moïse, de ne pas rester indifférent aux autres. Il est là pour agir. Et c'est ça aussi qui fait, je crois, sa grandeur en tant que leader, c'est qu'il répond toujours par sa présence et il n'est pas quelqu'un qui laisse passer la situation. Nous avons abordé 2 points, la liberté, la fraternité. Si j'oserais dire, le fait de mettre un peuple dans un état d'esclavage, l'égalité que l'on doit avoir au sein des nations, ne pas avoir de sentiment de supériorité, de juger l'autre par ses actions, par ses traditions, de le rabaisser, de se permettre de le transformer en esclave. Est-ce que ce 3e point peut également nous parler directement ? Certainement. On finit quelque part le triptyque républicain de liberté, égalité, fraternité, qui est inscrit au fronton de nos bâtiments municipaux. Finalement, la fête de Pessah, vous avez raison, commence par une notion de liberté, se poursuit par le rapport de fraternité et le regard sur l'autre qu'a Moïse et ce rejet de l'indifférence et de l'injustice. Et finalement, nous arrivons à la fin, je dirais que ce qui conclut ce triptyque, c'est évidemment l'égalité. Parce que cette égalité ne peut pas exister si on n'a pas déjà cette notion de liberté et ce regard fraternel vis-à-vis de l'autre. Donc effectivement, l'égalité, je dirais que c'est la conclusion logique et sans doute le point le plus difficile. C'est un cap que nous donne le judaïsme à travers la fête de Pessah, de pouvoir arriver à une société faite sur l'égalité entre les peuples, entre les personnes. Et ça, effectivement, c'est un symbole magnifique qui est donné par la fête de Pessah. Le soir de Pessah, nous avons l'obligation, nous dit la Torah, de raconter la sortie d'Égypte et finalement d'aborder tous les thèmes que nous venons de présenter. Pour nous aider dans ce parcours de la soirée de Pessah, nous avons un texte qui est celui de la Haggadah. D'ailleurs, aujourd'hui, vous nous avez amené votre propre Haggadah, celle illustrée par Alain Kleinman. Que représente cette Haggadah pour vous déjà ? Dites-nous un mot. J'aime beaucoup les livres. J'aime beaucoup les sidurim, les livres de prière. J'en collectionne un certain nombre. Mon épouse Adassa me dit parfois même qu'il y en a trop. Elle me dit où on va mettre tous ces livres. Et c'est vrai qu'en dehors des sidurim, j'aime beaucoup les Haggadot. Et quand Alain Kleinman, peintre, sculpteur de renom, que j'apprécie beaucoup et qui est un ami, m'a dit il y a 2 ans qu'il allait créer une Haggadah basée sur les peintures, les toiles qu'il a produites depuis plusieurs années sur cette thématique, l'esclavage, les 4 fils et tous les passages rituels de la soirée de Pessah. Quand il m'a dit qu'il travaillait un texte en français, en phonétique, qui puisse être ouvert à tous, dans une édition accessible à tout le monde. J'ai trouvé cette idée formidable et je lui ai dit qu'à mon modeste niveau, je l'aiderais dans le travail qui était le sien et dans l'œuvre qu'il a faite. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec la sortie, il y a quelques mois, l'année dernière, de cette Haggadah illustrée par Alain Kleinman, qui en dehors d'être un grand artiste est quelqu'un qui a des valeurs juive que je trouve vraiment très belle et avec qui je partage beaucoup de valeurs. Et donc, nous avons cette Haggadah qui est la dernière née, en tout cas, dans ma bibliothèque et que j'ai avec moi depuis l'année dernière pour faire le Seder, parce qu'elle me permet à la fois de lire le texte de la Haggadah et puis de voir en contrepoint, tout en lisant ce texte tout au long de la soirée, des toiles qui sont faites avec un esprit vraiment de mémoire, de transmission. On dit beaucoup d'Alain Kleinman que c'est le peintre de la mémoire, le peintre de la transmission. Franchement, s'il y a bien une fête qui pouvait mériter une illustration pareille, c'est bien la fête de Pessah, qui est avant tout la fête de la mémoire, mais d'une mémoire vivante, et de la transmission, qui est une transmission vivante, puisque comme vous l'avez dit, on fête cette soirée-là avec notre famille tout entière. Chaque année, après avoir passé quelques jours à préparer notre demeure et nous préparer nous-mêmes, nous nous réunissons pour la veillée pascale. Elle est avant tout un banquet rassemblant famille et amis, au cours duquel nous procédons à un seder, c'est-à-dire un protocole d'étapes successives et un récit.
la Haggadah. Autour du plateau du Seder, composé d'aliments revêtant une importance symbolique, la famille revit l'expérience de la rédemption dans la joie. Plus largement, c'est le moment de considérer le sort de tous ceux qui sont victimes de toute forme d'esclavage. Le Seder de la Pâque est un cérémonial qui comprend la lecture de textes, la consommation de vin, des histoires, la consommation d'aliments spéciaux et des chants. C'est l'anniversaire de l'exode miraculeux des Hébreux hors de l'esclavage égyptien il y a plus de 3000 ans. Chaque élément a sa place dans une chorégraphie d'étapes, de saveurs, de sons, de sensations et d'odeurs qui accompagnent le peuple juif depuis des millénaires. Pendant le Seder, qui signifie ordre, chaque personne doit ressentir qu'il ou elle sort elle-même d'Égypte. Voici les étapes du Seder. En 1, le Kadesh. La cérémonie commence par la récitation du Kiddush qui proclame la sainteté de la fête et se fait en tenant un verre de vin, le premier des 4 verres que nous boirons pendant le Seder. 2. Uratz. Puis nous nous rinçons les mains de manière rituelle, mais sans la bénédiction habituelle. 3. Karpas. On mange un petit morceau de légumes comme du céleri qui est trempé dans de l'eau salée. Il a une fonction d'éveil. 4. Yaratz. Ensuite, la matzah, la galette du milieu sur le plateau du Seder est cassée en 2. Cela rappelle l'ouverture de la mer des joncs par Dieu qui permit aux enfants d'Israël de la traverser à pied sec. 5. Magid, la Haggadah, c'est la narration. À ce stade, les pauvres sont invités à rejoindre la cérémonie. Le plateau du Seder est écarté, un second verre de vin est versé. Ce sont les enfants qui, par leurs questions, déclenchent l'un des éléments les plus importants de la soirée. La lecture de la Haggadah qui raconte l'histoire de l'exode d'Égypte. La veillée pascale des sages. Les 4 enfants différents. Les 10 plaies. Le poème liturgique d'Ayenu. « 6. Khartsa. Après avoir terminé la première partie de la Haggadah en buvant le 2e verre de vin, les mains sont de nouveau lavées. Cette fois en récitant la bénédiction en souvenir des nourritures consacrées consommées dans le temple et requérant une ablution préalable. 7. Motzi Matzah. En tenant les 3 matzot avec la matzah cassée entre les 2 autres entières, on récite la bénédiction habituelle et on consomme du pain azim. 8. Maror. On prend des herbes amères, on les trempe dans la chachoset et on les mange sans s'accouder. Cette pâte aigre-douce rappelle le mortier nécessaire à la fabrication des briques et constitue une note d'espoir. 9. Kocher. Conformément à la pratique de Hillel, le grand sage du Talmud, un sandwich de matzah et de maror est mangé, rappelant la pratique à l'époque du temple de consommer l'agneau avec ses condiments. 10. Shulchan Orer. Le repas de fête est maintenant servi. Certains le commencent en mangeant un œuf dur trempé dans de l'eau salée, traditionnellement associé au deuil. L'œuf nous rappelle que notre repas manque de l'agneau sacrificiel. 11. Tsafoun. Après le repas, la demi-matzah qui avait été cachée est mise de côté et sortie et consommée. Elle symbolise l'agneau pascal que nos ancêtres mangeaient à la fin de leur Seder de Pâques. 12. Bacher.
Un troisième verre de vin est rempli et l'action de grâce d'après le repas est récitée. 13. Hallel. Nous chantons alors des louanges au Tout-Puissant et le reconnaissons comme maître de l'univers entier. Après avoir récité le Hallel, nous récitons encore la bénédiction sur le vin et buvons le quatrième verre, cette fois-ci accoudé. 14. Nirtza. C'est la clôture du banquet. Le seder est alors terminé. Nous clôturons le banquet en espérant que nos prières ont été entendues par le Tout-Puissant. Alors justement, vous parlez de la famille, le texte de la Haggadah met en évidence 4 types d'enfants. Alors là, c'est toujours une dispute parmi nos enfants, savoir qui va représenter quel enfant. Les 4 enfants, nous les connaissons, celui qui est le Chacham, celui qui est sage, qui a la connaissance, le Racha, que l'on traduit généralement par le mécréant, l'impie. On a également le Tam, celui qui est simple, non pas simplé, mais plutôt authentique, et celui chez Eno Yodé Alishol, qui ne s'est pas posé de questions. Que représentent pour vous ces 4 enfants, finalement, cette image de la famille que nous pouvons tous avoir à nos côtés? Il y a énormément de commentaires, il y a énormément de façons de voir ces 4 fils, parce qu'effectivement, on pourra avoir toute une émission juste sur cette question. Moi, ce que j'y vois, en tout cas, en tant que leader de la communauté juive et en tant que président du Consistoire de France, en tant que responsable, je dirais, c'est avant tout les différentes facettes que peut avoir la communauté. Il y a des parcours différents, il y a des façons de voir différentes. Pour moi, cette notion des 4 fils, c'est que personne ne doit être exclu, que tout le monde doit être inclus. Et donc je suis, à travers cet enseignement magnifique des quatre fils dont vous venez de parler, pour moi, ça représente l'unité des Juifs. Quelle que soit sa personnalité, quelle que soit la façon dont nous pouvons nous comporter face à cette fête de Pessah. Certains peuvent être très érudits, d'autres ne connaissent pas grand-chose parce que leur famille ne leur a pas permis de connaître particulièrement, mais ils viennent. L'essentiel, ce n'est pas tant qui nous sommes autour de la table, pour moi, que ce que nous faisons autour de la table. Ce qui est inquiétant, ce qui est triste, c'est ceux qui ne se retrouveraient plus autour de la table. Mais dès lors qu'on est autour de la table, pour moi, eh bien, le chemin est déjà quelque part accompli. On peut être celui qui ne s'est pas posé de questions, on peut être celui qui est simple, authentique, comme vous dites, on peut être le Chacham, on peut même être le Racha, mais on est autour de la table et il n'y a jamais de statut figé. Même le Racha, même celui qui est dans l'opposition, dans le rejet, il peut revenir à tout moment. Pour parler de cette acceptation, il est intéressant de remarquer que dans l'ordre de présentation, donc comme si on imaginait la table du Seder avec les enfants assis côte à côte, eh bien le Racha est à côté du Chacham. On ne l'a pas mis en dehors, on ne l'a pas exclu, on ne l'a pas mis à côté de celui qui ne pose pas de questions. On l'a mis à côté du Chacham. Pourquoi ? Très certainement parce que tous les deux doivent échanger. Ils doivent partager et peut-être que le Racha, à travers ses questions, à travers son agacement, peut-être qu'il remet aussi en cause les valeurs ou plutôt les acquis du Chacham pour qu'il se remette en question et qu'il vienne trouver de nouvelles réponses pour garder le Racha à ses côtés. C'est ça. Et peut-être qu'un jour, et c'est l'espérance du peuple juif, la Teshuvah fait qu'un Racha peut à un moment donné se remettre en question et devenir proche d'un Chacham, parce que se remettre en question finalement et changer parfois sa vision du monde, c'est aussi faire preuve de grande sagesse. Donc il n'y a pas des mondes qui s'éloignent entre eux, et vous avez raison de dire que ce n'est évidemment pas un hasard, que cette proximité entre le Chacham et le Racha. Et puisqu'on parlait des œuvres tout à l'heure, je m'étais toujours interrogé au départ en me disant, mais comment sur une toile, puisqu'évidemment il y allait avoir une toile sur le Racha, sur le Chacham, je voyais bien l'image d'un sage, d'un rabbin très pieux, ça je la voyais très bien, l'illustration et le tableau. Je me suis dit, sur le Racha, c'est pas si évident de le personnaliser. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est en costume, qui est comme ça, qui a les bras croisés. Et j'aime beaucoup cette illustration qui est dans la Haggadah, illustrée par Alain Kleinman, parce que la toile qui symbolise le Racha, c'est quelqu'un qui est les bras croisés, avec une petite moue, vous savez, dubitative. Mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est exactement le texte de la Haggadah.
qu'êtes-vous en train de faire autour de cette table ? Et on voit bien que c'est du dédain, mais peut-être aussi d'une personne qui, à un moment donné, quand on lui explique, ou quand on lui expliquera ce qui fait la fête de Pessah, eh bien peut-être décroisera ses bras et ira vers l'autre. Un commentaire que j'aime à rappeler à propos de ces 4 enfants, c'est que lorsqu'ils sont présentés dans le texte de la Haggadah, à chaque fois, le mot « Echad » est accolé à leur appellation. Echad Racha, Echad Chacham. Le Echad, c'est le 1. Mais ce n'est pas simplement un enfant comme ci et un enfant comme cela. C'est en réalité l'unicité de Dieu. C'est Hachem Echad, le Dieu un, le Dieu unique, pour nous dire que finalement, l'intériorité de chaque individu, avec ses qualités et avec ses défauts, ne masque pas l'étincelle divine qui est en lui. Il est aussi Echad, il porte en lui une part de la vérité éternelle. Et il est aussi Echad. C'est vrai, et c'est d'autant plus vrai que si on considère à travers la Bible, à travers les enseignements de nos maîtres, que Dieu a créé l'homme à son image, cette image, là encore, n'est pas uniforme, elle peut avoir plusieurs aspects, et nous avons tous en nous, chaque être humain, quel que soit son rôle, et autour de la table d'ailleurs de Pessah, chacun de nous a un rôle à jouer. Et donc, nous sommes tous ensemble, finalement, chacun avec nos parcelles d'humanité, comme vous le dites, nos midotes, nos caractères, nos traits de caractère, eh bien, nous sommes chacun de nous des êtres différents, mais qui, tous ensemble, représentons finalement le projet divin. On met souvent en parallèle les 4 coupes de vin avec les 4 enfants. Il y a 4 coupes de vin, 4 enfants. Et pourtant, le soir du Seder, on remplit une 5e coupe de vin, mais qu'on n'a pas l'habitude de boire. On la laisse pleine. Et nos maîtres nous disent que représente cette 5e coupe, il n'y a que 4 enfants, il n'y en a pas 5. Eh bien, cette coupe qui n'est pas consommée vient nous faire penser justement au 5e enfant, celui qui n'est plus autour de la table, celui qu'il faut aller chercher, qui ne se sent pas du tout concerné par toute cette histoire, qui n'est même pas un rachat, mais qui ne vient pas le soir de Pessah. Vous, en tant que président du consistoire central, comment faire, à votre avis, pour aller chercher ce 5e enfant ? C'est un sujet essentiel qui guide toute mon action et mon parcours communautaire. Quand je parlais d'aller vers l'autre, quand je parlais d'avoir vraiment de l'amour pour l'autre, c'est évidemment essayer de faire venir dans nos actions, dans nos activités, le maximum de personnes et surtout celles et ceux qui ne se sentent plus représentés aujourd'hui. Moi, quand on m'écrit, quand on me fait un mail, quand on me donne un coup de téléphone, quand on me laisse un message, depuis plusieurs mois, depuis que j'ai pris cette présidence, je peux vous dire que ce qui m'anime, c'est d'apporter une réponse. Et essayer d'être au maximum à l'écoute de celles et ceux qui ne se sentent plus représentés. Évidemment, on a des gens qui sont heureux de participer aux activités communautaires, aux activités synagogales, culturelles, mais il y a des gens qui sont aujourd'hui en dehors de tout aspect de la communauté juive. Et ça me touche particulièrement, et en tant que responsable communautaire, et c'est une vision vraiment que je partage avec le Grand Rabbin de France et avec beaucoup de responsables communautaires à travers les différents consistoires, notre mission essentielle et première est d'aller vers les autres et d'accueillir le maximum de personnes, quel que soit le degré de religiosité, de pratique. Nous sommes là aussi pour les accueillir et pour transmettre nos messages, nos valeurs, l'authenticité du judaïsme que l'on porte, mais toujours avec cette notion d'écouter et d'aller vers celui ou celle qui ne se sent pas ou plus représenté. Et c'est vraiment la symbolique de ce 5e fils, celui qui n'est pas, celui qui est absent et qui n'est pas autour de la table. Président Korchia, merci beaucoup, merci pour cet échange, merci pour cette présentation de la fête de Pessah de manière très originale et très actuelle. Mes chers amis, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très belle fête de Pessah en famille, avec tous vos proches autour de vous. Chag Sameach, bonne fête à vous tous et à très bientôt.